galère à semer du seigle, des trèfles dans les années 80. Il y avait les vignerons qui lui disaient nous on désherbe, toi tu plantes, ça va pas la tête. Quand il a commencé à faire des vendanges en verre, c'était pareil. Bon, quand on est passé en bio, ça commençait déjà moins parce qu'à force, il commençait à se rendre compte que souvent, quelques années après, il faisait la même chose que nous. Donc les critiques commencent au bout d'un moment, ouais. Mais en tout cas, ouais, le Tinqueflé, ça c'est vraiment voilà l'histoire du domaine, mais c'est aussi donc c'est l'histoire vraiment très vieille, mais c'est aussi l'histoire récente parce que autant jusque dans les années 70, donc c'était vinifié en sec. Après, on a commencé à faire nos premières vendanges tardives en 81, 82. Et là, comme tous les vignerons alsaciens, on a commencé à goûter les premières vendanges tardives. C'était pas très sucré, hein, c'était peut-être une trentaine de grammes de sucre, hein, c'est pas énorme. On a tendance à l'oublier. Voilà, et puis au fur et à mesure des millésimes, des années, et puis surtout après arriver en 88, 89, 90, hein, les trois glorieuses avec des degrés très élevés, là on a commencé à rentrer des grands crus très, très mûrs, 15, 16 de potentiel, qui affichaient les 30-40 grammes qu'on avait sur les premières vendanges tardives. Après, ça a été les grands crus. Et les vendanges tardives étaient à un niveau encore plus élevé, voilà, approchaient souvent les 100 grammes, et ainsi de suite. Et donc pendant de 80 jusqu'en 2014, on a produit du Tinqueflé, où on estimait qu'un bon Tinqueflé, ça devait quand même être un vin qui avait une belle maturité, et donc qui faisait voilà, ces 30-40 grammes de sucre résiduel, donc sur un équilibre d'un vin moelleux, hein, faut appeler un chat, quoi. Hein. Et donc dans les début des années 2010, avec ma femme, on s'est quand même dit le vin moelleux en tout cas n'est plus trop à la mode, et c'est pas quelque chose d'alsacien, c'est quelque chose de général. Et sur le Tinqueflé, on a 2,5 hectares et on a 2 hectares de Gewürz et 50 arts de Riesling, Pinot Gris, Muscat, Sylvaner. Donc avec que des vieilles vignes en Gewürztraminer quasiment. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, on va devoir arracher nos Gewürz, planter du Riesling pour pouvoir faire un vin sec, parce qu'à l'époque on proposait du Riesling en sec. Et puis à un moment on a dit attends, dans le temps il se faisait bien des Gewürz secs, Stolz qui a écrit dans les années 1800, qui dans son descriptif des Gewürz, il dit c'est comme le Riesling, un cépage qui est capable de faire aussi bien des vins secs que des vins moelleux. Donc c'était vraiment reconnu pour savoir faire des vins secs. Et donc on s'est dit, allez, en 2014, on a fait un vin sec qu'on a récolté, donc tout début des vendanges, quasiment en même temps que le crément. Donc là, ça a été un technicien, donc François Dalle, qui nous a appris la taille Poussard. Je ne sais pas si ça te parle. Voilà, c'est très, très à la mode, qui est une taille qui est respectueuse, voilà, et qui était venu faire une formation sur le domaine, donc 2013 et 2012-2013. C'était et donc on était en face du Tinqueflé. Quand il a vu le Tinqueflé, il a dit ça, ce terroir, c'est le premier que vous allez récolter. Alors on lui dit non, ça c'est plutôt parmi les derniers. Et parmi les derniers, il avait dit nous à Sancerre, des terroirs comme ça, plein sud, c'est les premiers qu'on récolte. Il dit c'est bien le premier qui fleurit. Alors on dit oui, c'est le premier qui fleurit. Alors la logique. Et donc on s'est dit oui, c'est peut-être une logique qu'il faut peut-être pas attendre la fin des vendanges pour que ce soit mûr. Et alors on a essayé de goûter vraiment le raisin différemment, vraiment plus comme du Gewürz, de le goûter comme un vin, un nouveau cépage qu'on découvrait. On a essayé de vraiment se mettre là-dedans. Ça a été très difficile de se projeter. Et donc on a vinifié en 2014 première fois du sec, et puis on s'est dit dans le pire des cas on le jettera, enfin on le mettra. Voilà, faut jouer. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on a tout de suite joué assez gros parce qu'on a fait tout de suite tout le volume. Et on a fait goûter aux professionnels importateurs qui sont passés, et tout le monde au tonneau, tout le monde a dit ah non mais c'est génial, vas-y, ça on t'en achète, enfin ça on en veut. Et donc à partir de 2014, on a dit allez, maintenant on fait plus que du sec et du moelleux, donc on fait aussi une cuvée en vendange tardive. Et plus que du Gewürz. Là, ça a été vraiment de revenir, on va dire, vers les fondements du Tinqueflé. Après, voilà, c'est pas pour dire qu'il faut faire absolument que du Gewürz sur le Tinqueflé, mais en tout cas, nous, notre sentiment et aussi notre parcellaire permet vraiment. Je dirais, il y a peut-être des secteurs dans le Tinqueflé qui réussissent aussi bien sur le Riesling, mais nous, dans notre parcellaire, c'est plutôt un parcellaire à Gewürz, je dirais, avec justement cette exposition sud-ouest aussi qui va rafraîchir le Gewürz, quoi. Voilà. Donc là, je vous ai proposé un 2016 qui est pour moi le millésime, voilà, où ça faisait le troisième millésime, et où je pense qu'on a commencé
arriver à sentir d'arriver à faire un Tinqueflé sec, parce que c'est pas évident quand on fait un nouveau vin. Et donc quand même 2016, pour avoir un vin qui est aussi un petit peu quelques années, pour pouvoir vraiment exprimer la profondeur du terroir. Alors, très belle couleur. Ouais. Alors c'est vrai que ce qui est drôle, c'est qu'il est plus pâle que le 2013 qu'on avait avant. Mais voilà, mais il avait le poids des ans. Voilà, il avait un peu plus. Alors le premier nez, c'est très subtil, hein, c'est pas du tout explosif comme ce qu'on peut s'attendre. Voilà. Du cépage, quoi. Là, voilà, c'est ça. Ouais. Quelque chose de maîtrisé, quoi. Ouais. Je suis même, ça va plutôt abricot comme ça. Abricot, un peu bergamote aussi. Ouais, ça c'est vraiment typique du Tinqueflé, le bergamote. C'est quelque chose en vieillissant. Des fois même certains millésimes, on a quasiment plus que ça. Plus que ça. Ouais. Réglisse, bergamote, c'est des choses qui est vraiment. Et ça, quel que soit le cépage, même hein, sur le Tinqueflé, c'est vraiment un marqueur. Allez, découvrons. Ouais. Alors, le nez, c'est vraiment un nez qui est, pour moi, tout apaisé, quoi. C'est ce que j'aime, moi. Pas. Effectivement, c'est. Alors là, il faut oublier tout ce qu'on connaît du Gewürz, c'est on goûte un Tinqueflé. Hein. Voilà, je préfère préciser. Alors déjà au nez, je pense qu'on n'a pas, justement tous les marqueurs du Gewürz, c'est rose, c'est côtés très opulents, quelque chose de très sage. Et puis en bouche, là, on a quelque chose de droit. C'est frais, c'est droit. Et pour moi, autant la finale avec ce côté droit, le calcaire ressort sur la finale, mais après le Tinqueflé aussi, c'est un terroir très complexe parce que c'est un terroir avec deux géologies. Il y a le calcaire qui est sur le plateau, sur le dessus du Tinqueflé, et après dessous, on est sur des grès. En fait, c'est les mêmes grès qu'on a sur le Breitenberg qui vont être dessous le Tinqueflé. Donc en gros, quand on est tout en haut du Tinqueflé, il faut que les racines traversent quelques mètres de calcaire, vont retrouver ce grès qui a aussi l'intérêt d'être légèrement argileux, donc avec une réserve en eau. Et quand on se retrouve en bas du Tinqueflé, on se retrouve quasiment dans le grès directement, mais ce grès a été recarbonaté, donc ça veut dire que le calcaire a recouvert ce grès, et donc on se retrouve avec le calcaire qui est omniprésent et le grès qui est omniprésent. Mais c'est deux géologies complètement différentes. Donc on va trouver des grands crus qui sont uniquement sur le calcaire du Muschelkalk, d'autres comme le Breitenberg qui peuvent être que sur le grès à Volsia. Et là on a ces deux dimensions. Et pour moi aussi, on retrouve ça en bouche. On a vraiment, pour moi, un vin en trois dimensions. C'est pas un vin monolithique, quoi. C'est un vin qui remplit la bouche. Et ça vient aussi de sa complexité, de ce que le système racinaire va avoir à explorer. Et aussi, il va pouvoir se piocher dans beaucoup de choses différentes, quoi. Par contre, là, tu as vraiment, en fin de bouche, en Gewürztraminer, en règle générale, tu as l'habitude d'avoir des épices et tout, alors que là, tu as plutôt des amers. Des petits amers qui permettent de... Ouais. Et c'est vrai que les amers, c'est une notion... Alors peut-être aussi que si ce vin-là, on l'avait fait il y a 15 ans, ou 20 ans, quoi, je pense que les gens n'auraient pas été prêts parce que l'amer n'était pas... Voilà. Il peut passer l'agrément. Déjà, en plus, c'est agrément, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'amer est vraiment une notion... moi, c'est vrai que il y a 20 ans, quand je sortais de l'école, la mer, on n'en parlait pas. Enfin, les formations de dégustation, ou si on en parlait, c'est que c'était négatif. Oui, l'amertume verte. Voilà, c'était juste ça qu'on parlait, mais on ne parlait jamais de l'amertume du vin. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment une notion, alors surtout dans la mode des vins de macération, bien sûr, les vins oranges, mais je pense que même au-delà des vins oranges, il y a vraiment des terroirs, des cépages comme le Gewürz, qui sortent des amers, mais des beaux amers quand le raisin. Alors, bien sûr aussi, il faut respecter le rendement, parce que forcément, quand on monte dans les rendements, les amers, là, c'est végétal, enfin voilà, c'est plus du tout intéressant. Mais en tout cas, il y a toute une notion dans l'amer, et je pense pour moi que c'est vraiment la saveur. Autant je pense qu'on était plus dans le sucre il y a encore une dizaine d'années, on est allé vers l'acidité, et aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment aller vers les amers, des beaux amers. C'est vraiment quelque chose qui amène de la buvabilité, quoi. C'est ça qui est très sympa. Avant, on parlait des accords mets et vins.
dit classique. Autant dire que là, Gewürztraminer, la personne te fait un accord classique, c'est perdu. Ah non, voilà. Perdu, ouais. Alors, à la rigueur, si, parce que les fromages, je pense que ça fonctionne quand même encore. Voilà. Mais je dirais que c'est. Moi, je suis tellement fan de mettre quelque chose avec un peu de sucre sur un bon Münster bien. Donc, je dirais que moi, je n'irais pas sur le fromage parce qu'autant laisser le fromage à quelque chose d'un peu plus riche. Alors que là, non, on va aller sur. Là, on peut aller sur de la cuisine, des choses. Alors. On peut même aller sur de la volaille, là. Oui, oui, il n'y a pas besoin de choses très. Parce que limite par rapport au Breitenberg, c'est presque moins opulent que le Riesling qui était. Je n'osais pas le dire, mais c'est vrai que le Breitenberg a un côté. Mais je pense que c'est là où le couple Gewürz-Tinköfle fonctionne bien parce que le Gewürz a tendance à être très opulent et le Tinköfle le ramène vers quelque chose de plus. Clairement, ils sont complémentaires et je pense que c'est ce qu'il faut toujours, quoi. Hein. Si tout le monde va dans le même sens, c'est difficile, quoi. Hein. Et après, clairement aussi, nous, dans notre vinification, c'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas un amateur de Gewürztraminer ou de Sauvignon aussi. Et pourtant, parmi les plus grands vins que j'ai pu boire, ça a été des Sauvignons. Mais alors, c'était plus des Sauvignons, c'était des Pouilly fumés, des Sancerre, des très grands. Et là où tu limites à l'aveugle, tu pars des fois sur des chenins. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Et j'étais pas seul à table et les gens goûtaient du vin. Où on s'est complètement trompé parce que le terroir l'emporte, quoi. Et là, le Gewürz, c'est vrai que quand on vinifie du Gewürz, moi, je vais être à l'inverse du conseil œnologique qui va dire voilà, le Gewürz, il faut protéger les arômes. Moi, j'ai tendance à dire non, si tu as un parfum qui sent fort, t'en mets pas 5 doses, quoi. T'en mets qu'une dose. Et le Gewürz, pour moi, l'objectif quand on vinifie ou quand on va. Enfin, vinifier, moi j'appelle vinifier, c'est déjà la vendange, quoi. Le choix de la date de la vendange, c'est déjà de la vinification. Pour moi, dans tout ça, pour moi, on va chercher à justement à amener ce qui manque ou ce qu'il a ses faiblesses entre guillemets et plutôt lui amener de l'élégance, lui amener justement essayer d'enlever ce côté trop exubérant et nous on va même les laisser chauffer les vins, nous on va pas refroidir, essayer de trop protéger, on les laisse faire, quoi, hein. En sucre résiduel, t'as compris? On est à 0,2 grammes de sucre, donc c'est vraiment dire, parce que vraiment c'est quelque chose de très droit, sec. Et en tout cas, c'est un vin, mais qui, enfin, tous les gens qui le découvrent sont vraiment, mais c'est une découverte, quoi, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et souvent, je le compare un peu dans beaucoup de régions maintenant, la Savoie, comme ça, on découvre plein de nouveaux cépages historiques. Donc, il y a plein de vignerons qui vont venir avec des cépages qu'on ne connaît pas, et on goûte, on découvre. Et là, ce vin-là, il faut le boire de la même manière. Vraiment, c'est un nouveau vin, quoi, nouvelle version. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Allez, Sympathique. merci d'être venu.